Eh bien, Sandy Boulanger, nous accueillons Swazik Belin. Bonjour Swazik. Bonjour. Et vous allez parler d'amour. C'est ça, un amour un peu particulier. Alors comme la thématique du jour consiste à parler d'amour et d'attirance sexuelle, de maintien du désir, même en période tourmentée, liée à la maladie notamment, et quand la forme physique et mentale ne sont pas au rendez-vous, j'ai décidé de vous parler d'amour pour d'autres formes que les formes humaines. Vous avez raison, après tout, on peut se détourner de son partenaire, il est vraiment trop malade, zut, et on va aimer je ne sais quoi. Le désir d'autre chose. Alors je parlerai de pygmalionisme, mais avant ça, j'aimerais vous parler d'objectophilie, donc qui sont les humains qui sont attirés sentimentalement et excités sexuellement par des objets. Alors je vais vous donner un exemple pour que ce soit un peu plus concret. Elle s'appelle Erika Eiffel et c'est donc en 2007 qu'elle a épousé la tour du même nom. Avant cela, cette américaine ancienne militaire de l'US Air Force avait une relation avec son arc, sans les flèches évidemment, juste l'arc. Pourtant les flèches peuvent servir. Elle a d'ailleurs créé une communauté internationale pour rassembler les objectophiles qui s'appelle OS International pour Objectum Sexuality International. Ce site a pour but donc de rassembler les personnes atteintes de la même pathologie et de renseigner toutes les autres sur ce phénomène très particulier. Voilà, je dirais le mot phénomène pour ne pas être dans le jugement. Donc je vais vous donner d'autres exemples et puis après on parlera du pygmalionisme. Alors d'autres exemples, la suédoise Eija Rita qui est devenue Eija Rita Berliner Mauer suite à son coup de foudre pour le mur de Berlin. Hermione Way, cette jeune blogueuse britannique, s'est mariée avec son ordinateur, un MacBook, qui porte le petit nom d'Alex. Et Liu Ye, un Chinois d'une petite quarantaine d'années, a épousé sa propre photo. Alors, est-ce un délire narcissique ? Je vous laisse vous faire votre propre opinion. En tout cas, Liu Ye, je vais y arriver, Liu Ye, me permet de définir le pygmalionisme. C'est donc le fait d'être attiré sexuellement par les statues, poupées, mannequins ou autres objets figuratifs. Donc, ce Chinois est à la fois objectophile et pygmalioniste. Alors, je vous ai parlé il y a quelque temps des collectionneuses de poupons. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ces reborneuses. Alors évidemment, ces collectionneuses ne sont pas des pygmalionistes. Il n'y a pas d'attirance sexuelle vis-à-vis du poupon. C'est plutôt un transfert maternel. Mais il y a d'autres collectionneurs qui le sont, qui le sont, pygmalionistes. Ce sont ces adeptes des poupées sexuelles, ceux qui s'acoquinent avec ces simulacres de femmes inanimées. La spécialiste de la question, c'est la chercheuse Agnès Géard, qui est également spécialiste du Japon. Et c'est dans cette région du monde que le phénomène est le plus répandu. Alors au Japon, on considère que ces poupées ont une âme. Elles sont donc plus que de simples objets. Et il y a des choses importantes à savoir sur cette passion pour la poupée. C'est d'abord un véritable univers, une communauté, comme pour les reborneuses. Ici, les acquéreurs de dolls, les love dolls, comme on dit, se connaissent, échangent entre eux des petits tips et mettent en place un système qui permet à la poupée d'exister. Un blog qui lui est consacré, par exemple, différentes photos. Il y a même une cérémonie d'unboxing. Donc c'est le fait d'ouvrir le paquet qu'on reçoit et de filmer l'ouverture du paquet, ce qui se fait beaucoup aujourd'hui sur les réseaux sociaux avec Instagram notamment. Et bien là, voilà, il y a une cérémonie d'ouverture du paquet avec les morceaux de la poupée qui sont assemblés et la cérémonie d'ouverture des yeux. Donc c'est là qu'elle prend vie. Et puis il y a donc tout ce vocabulaire, une fois de plus, comme avec les reborneuses, qui est un miroir de nos pratiques, de nos propres pratiques humaines. Elles sont léguées donc par l'usine, comme elles seraient offertes par un père à l'époux, au futur marié. Et quand le propriétaire souhaite s'en débarrasser, s'en séparer, il la renvoie à la maison natale, entendez par là, à l'usine de fabrication. Il y a une cérémonie funéraire avant d'être recyclée. Donc il y a toute une espèce une symbolique autour de ces objets qui sont bien plus que des objets. Alors en effet, loin d'être une pratique d'exclusion sociale, ces personnes, ces collectionneurs, disons que cette pratique a une utilité. Ils vont dîner au resto avec leurs poupées. Oui, voilà, ils sortent avec leurs poupées, elles participent à leur vie sentimentale, sexuelle, amoureuse. Et donc c'est leur manière à eux de se positionner dans la société, en marge certes, mais ils se positionnent et ils refusent le schéma traditionnel. Nous allons écouter Agnès Géard à ce sujet. Est-ce que les clients seraient des hommes qui auraient un besoin de revanche sur les femmes exacerbé à ce point? Et puis finalement, j'ai fini par comprendre que les clients potentiels des Love Dolls n'étaient pas du tout des célibataires normaux,
En fait, il y a 13,6 millions de célibataires au Japon et seulement 3000 poupées qui se vendent par an. Ce qui fait qu'en fait, le profil du client correspond pas du tout à celui du frustré, du loser, tel qu'on a l'habitude de le voir. C'est pas du tout l'homme qui, à partir du moment où il est seul ou divorcé, va acheter une poupée. Absolument pas. Les gens qui sont seuls n'achètent pas de poupée, ils cherchent une femme. Et les gens qui achètent une poupée, ils veulent une poupée parce qu'ils ne veulent pas de femme. Et ça, cette frange de la population, on l'appelle otaku. Et je l'ai découverte. Et ça a changé effectivement beaucoup ma vision du monde. Alors en France, ces poupées existent aussi. Elles sont considérées comme des sextoys grandeur nature. Il n'y a pas d'histoire d'âme à l'intérieur de l'objet, etc. On est beaucoup plus pratico-pratique. Il y avait d'ailleurs un bordel de poupées dans le 14e arrondissement. Il suffisait de prendre rendez-vous. Oui, j'avais entendu parler de ça. Oui. Donc on prenait rendez-vous, on avait l'adresse exacte au moment où on sortait sa carte bleue. Et puis vous pouviez passer 1 heure avec la poupée de votre choix pour 89 € à peu près, 89, 100 €. Ça dépendait du standing de la poupée que vous choisissiez. Aujourd'hui, ce lieu a fermé, mais il est toujours possible sur le site d'acheter et de faire personnaliser sa dolls. Alors de la forme des yeux à la taille des ongles, de la forme de la poitrine à l'insertion d'un tatouage sur une partie du corps choisie. Il faudra compter entre 2000 et 3000 € pour cette poupée. Et donc après choisir, et elle peut aussi émettre des sons et être à température humaine, donc 37 degrés. Enfin c'est formidable. Alors pour encore plus de réalisme, évidemment. Alors une fois de plus, et il ne faut pas s'inquiéter, ces poupées ne remplaceront pas les femmes, même les plus adeptes de la soumission préféreront une femme soumise qu'une poupée en silicone, mais ça nous donne à réfléchir sur ce qu'est l'excitation et le désir et comment ils se manifestent différemment selon les êtres humains. Alors sur le sujet, si le sujet vous intéresse, la chronique pourrait durer des heures. Je me permets de vous renvoyer sur l'ouvrage d'Agnès Giard qui s'appelle Un désir humain, les love dolls au Japon. Et puis il y a un article très intéressant de Lucille Béland sur Slate qui est consacré à Roots, une adepte des statues. Alors elle, elle c'est les statues, son gros kiff. L'article s'appelle Cette histoire de statues, ça me permet de vivre encore plus de sexe dans ma vie. Voilà. Bon, au moins l'avantage des poupées, c'est qu'elles portent pas plainte. Ah, c'est sûr qu'avec elle, on peut faire ce qu'on veut. N'est-ce pas? Ça a déjà un avantage au moins. Bon, et oui, notre société va bien. Il n'y a pas de doute. Les humains vont de mieux en mieux. Il n'y a pas de doute. Merci Swazik Belin.